Et si ce que vous mettez chaque jour dans votre assiette était la cause silencieuse de votre fatigue, de vos douleurs, de vos risques de cancer, ce n'est ni le sucre ni le stress, mais un poison que vous croyez sain. Je suis médecin. Ou plutôt, je l'ai été pendant plus de 40 ans. J'ai ausculté des milliers de patients, dans des hôpitaux de campagne comme dans des cliniques privées de la région parisienne. J'ai vu passer des générations entières d'hommes et de femmes, jeunes ou vieux, espérant tous la même chose: vieillir dignement, en bonne santé, entouré et lucide. Puis je me suis retiré. Aujourd'hui, je vis dans une maison tranquille en Auvergne, entre un petit jardin de plantes médicinales et une bibliothèque remplie de vieux ouvrages de nutrition. Mais une question me hante depuis ma retraite. Pourquoi, malgré tous nos progrès scientifiques, les gens meurent-ils plus jeunes qu'avant? Pourquoi voit-on autant de crises cardiaques chez les quadragénaires, autant d'AVC à 50 ans, autant de cancers fulgurants, même chez les enfants? Vous vous demandez peut-être si j'exagère. Hélas, non. Dans les années 1980, je soignais des infarctus surtout chez des hommes de plus de 65 ans, souvent fumeurs, sédentaires, en surpoids. Aujourd'hui, j'ai vu des hommes actifs, cadres, sportifs du dimanche, s'effondrer sur leur tapis de course à 42 ans, des femmes de 38 ans, minces, végétariennes, diagnostiquées avec des cancers du sein agressifs. Des enfants de moins de 10 ans présentant déjà des signes de stéatose hépatique non alcoolique, un foie gras littéralement. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi, dans une société qui n'a jamais autant parlé de manger sain, de faire attention à soi, de prendre soin de son cœur, sommes-nous devenus plus malades que nos grands-parents qui cuisinaient au beurre et fumaient des gauloises sans filtre? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas le stress, ce n'est pas simplement le sucre, ni le manque d'exercice. C'est autre chose, quelque chose de plus insidieux, quelque chose qui se cache dans votre assiette. Chaque jour, même quand vous pensez manger sainement. Je parle d'un ingrédient invisible, sournois, omniprésent. Il est dans vos tartines grillées du matin, dans la soupe de légumes toute prête que vous achetez au supermarché, dans la vinaigrette de votre salade light, dans vos biscuits soi-disant sans sucre. Il est même dans les plats des restaurants les plus chers de Lyon ou de Paris, dans les cantines scolaires, les hôpitaux, les maisons de retraite. Cet ingrédient, c'est l'huile végétale industrielle. Personne ne vous l'a dit parce que ça dérange, parce que cela remet en cause toute une industrie agroalimentaire construite sur la rentabilité, pas sur votre santé. Et parce qu'il a été maquillé pendant des décennies par un discours nutritionnel manipulé, falsifié, répété à l'envi, jusqu'à devenir vérité. Mais je vais vous le dire ici, parce que je ne suis plus lié à aucun laboratoire, à aucun protocole d'hôpital, à aucune agence de santé. Je vous le dis parce que je suis un médecin à la retraite et que j'ai vu trop de morts inutiles. J'ai tenu la main de trop de familles effondrées. J'ai vu trop de regards perdus, trop de « si j'avais su ». L'huile végétale, qu'elle vienne du tournesol, du soja, du colza ou du maïs, n'a rien de naturel. C'est un produit industriel, raffiné à haute température, souvent désodorisé, chargé en acides gras oméga 6 pro-inflammatoires. On vous a dit qu'elle était bonne pour le cœur, qu'elle était moins grasse que le beurre. Ce sont des mensonges, savamment orchestrés depuis les années 50 pour faire oublier les graisses naturelles que nos ancêtres utilisaient sans tomber malades. La réalité, c'est que cette huile vous ronge de l'intérieur, lentement, en silence. Elle est liée à l'explosion des maladies inflammatoires chroniques, des pathologies auto-immunes, du diabète de type 2, des cancers et, bien sûr, des maladies cardiovasculaires qui restent la première cause de mortalité en France. Elle agit comme une bombe à retardement. Et le plus tragique, c'est que vous l'ingérez sans le savoir. Alors, si vous tenez à votre cœur, à vos artères, à votre cerveau, à vos enfants, restez jusqu'au bout de cette vidéo, car je vais vous expliquer comment repérer cette huile, comment l'éviter, et surtout avec quoi la remplacer intelligemment, sans perdre le goût, ni le plaisir de cuisiner. Et si vous trouvez ces informations utiles, ou choquantes, ou même un peu dérangeantes, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne, car ici, je vous parlerai de ce que personne ne vous dit, et parce que votre santé mérite mieux que des slogans publicitaires. Maintenant, je vous laisse avec une question simple. Prenez quelques secondes pour y réfléchir et laissez votre réponse dans les commentaires. Elle en dira long sur votre intuition ou votre conditionnement. Selon vous, laquelle de ces deux huiles est la plus dangereuse pour la santé? A. Le beurre fermier non pasteurisé,
Utilisée depuis des siècles dans nos campagnes baies, l'huile de tournesol raffinée, présente dans 90% des plats préparés industriels t'apaise, simplement A ou B, dans les commentaires. Je lirai chaque réponse. Et maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Je me souviens encore du jour où j'ai compris que ce que j'avais appris à la faculté de médecine ne racontait qu'une partie de la vérité. C'était lors d'un colloque à Lyon, au début des années 2000. Un chercheur indépendant, regardé avec mépris par la plupart des collègues en blouse blanche, présentait une étude sur la composition des huiles alimentaires industrielles. Ce qu'il révélait était dérangeant. Non seulement ces huiles n'avaient rien de naturel, mais elles étaient le fruit d'un processus purement industriel, né non pas de la tradition culinaire, mais de la logique économique. Ce jour-là, j'ai senti un frisson d'inquiétude. Et si nous avions été manipulés? Et si notre conception même de ce qui est sain reposait sur des fondations mensongères? L'huile végétale, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, n'est pas simplement extraite d'une plante comme on presse une olive. Non. C'est le résultat d'un processus technologique complexe, né au XIXe siècle d'abord pour produire des lubrifiants industriels. À l'origine, l'huile de colza servait à alimenter des lampes. Ce n'est qu'à la faveur de la révolution industrielle et face à une demande croissante d'huile bon marché que ces produits se sont peu à peu infiltrés dans notre alimentation. Ce basculement s'est fait en 2 temps. D'abord, on a cherché à valoriser des matières premières peu coûteuses et abondantes, graines de coton, de tournesol, de soja, de colza. Puis, pour les rendre comestibles, on a mis au point des procédés de raffinage à haute température, de désodorisation, de blanchiment, autant de manipulations qui dénaturent le produit d'origine, détruisent ses nutriments essentiels et créant parfois des composés toxiques, notamment lorsqu'on chauffe l'huile une seconde fois, comme c'est le cas dans les fritures industrielles. Mais cela ne suffisait pas. Pour que l'huile végétale conquiert nos assiettes, il fallait lui faire une place dans nos esprits. C'est là qu'intervient le génie, ou devrais-je dire la perversion du marketing nutritionnel. Dans les années 1950, aux États-Unis, certains lobbies industriels très puissants ont réussi à semer le doute autour des graisses animales, notamment le beurre et le lard. On a accusé ces produits traditionnels d'être responsables de l'épidémie croissante de maladies cardiaques. En réalité, les données scientifiques étaient très partielles, voire orientées. Mais l'idée était lancée, le gras tue. Et comme l'huile végétale ne contient pas de cholestérol, elle fut propulsée sur le devant de la scène comme l'alternative saine. Ce glissement de perception a été renforcé en 1992, lorsque le département américain de l'agriculture a publié la célèbre pyramide alimentaire, reprise ensuite dans les manuels scolaires européens. Cette pyramide, vous vous en souvenez peut-être, plaçait les glucides raffinés à la base, pain, pâtes, céréales, et reléguait les graisses tout en haut à consommer avec modération. Cette hiérarchie nutritionnelle a été enseignée pendant des décennies à des millions d'enfants, d'étudiants, de futurs médecins. Moi-même, je l'ai apprise, crue, transmise avant de réaliser à quel point elle était fondamentalement erronée. Car non seulement elle minimisait les dégâts d'un excès de glucides, dont les effets sur l'insuline, l'inflammation et le foie sont désormais bien documentés, mais elle faisait passer l'huile végétale industrielle pour un aliment sain et neutre, alors qu'il s'agissait en réalité d'un produit ultra transformé, sans véritable valeur nutritionnelle, souvent instable, et profondément modifié par rapport à son état naturel. Dans ma pratique, j'ai vu les résultats de cette désinformation. Des patients qui, pensant bien faire, cuisinaient exclusivement avec de l'huile de tournesol, mangeaient des céréales allégées, évitaient le beurre, mais développaient malgré tout un diabète, une hypertension, un foie en surcharge. Ce n'est qu'en changeant radicalement leur façon de cuisiner, en réintroduisant des graisses naturelles, en éliminant les huiles raffinées, que certains ont vu leur état s'améliorer. Je ne dis pas cela pour créer la peur, mais pour rétablir une vérité que l'on a trop longtemps étouffée. Non, toutes les graisses ne se valent pas. Non. L'huile végétale n'est pas une panacée. Et oui, nous avons été conditionnés à croire le contraire par des décennies de propagande nutritionnelle au service d'intérêts économiques. Et si je vous raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire la morale, c'est pour vous donner les clés.
car comprendre l'origine industrielle de ces huiles, leur mode de fabrication, leur parcours historique, c'est le premier pas vers la liberté alimentaire. Nous devons désapprendre, réapprendre et surtout réinterroger ces croyances qui ont façonné nos assiettes, parfois au prix de notre santé. Dans la suite de cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi ces huiles sont biologiquement problématiques, comment elles interagissent avec vos cellules et quels sont les signes invisibles qu'elles laissent dans votre corps. Mais avant cela, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas parce qu'un produit est vendu en grande surface, recommandé par une publicité ou validé par un label santé qu'il est réellement bon pour vous. Parfois, ce sont les recettes les plus simples, les plus anciennes, qui protègent le mieux notre organisme. Et c'est justement cette sagesse que je veux vous aider à retrouver. Je me souviens d'un patient, Jacques, 54 ans, cadre supérieur dans une entreprise de logistique près de Clermont-Ferrand. Non-fumeur, bon vivant, pas vraiment sportif, mais pas sédentaire non plus. Son alimentation, selon lui, était équilibrée. Il cuisinait à l'huile de tournesol, achetait des plats préparés allégés, évitait le beurre, mangeait peu de viande rouge. Et pourtant, un matin, il s'est effondré dans son salon, AVC massif, transporté en urgence. J'étais de garde ce jour-là. Son scanner cérébral a révélé une hémorragie brutale. Aucun signe avant-coureur, aucune maladie chronique connue. Mais son bilan inflammatoire était anormalement élevé et son foie légèrement hypertrophié. Ce n'était pas un cas isolé, c'était devenu une routine. Je suis médecin depuis plus de 40 ans et ce que j'ai appris au fil des décennies, c'est que les maladies modernes ne tombent pas du ciel. Elles s'installent en silence, lentement, nourries jour après jour par des choix alimentaires que l'on croit innocents. Parmi ces choix, la consommation quotidienne d'huile végétale industrielle est l'un des plus toxiques. Et le plus tragique, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, parce que les dégâts ne sont ni immédiats ni visibles. Lorsqu'on ingère une huile végétale raffinée, on introduit dans son organisme une quantité massive d'acides gras oméga 6. En soi, ces acides gras sont nécessaires, mais dans la bonne proportion. Le corps humain est conçu pour fonctionner avec un équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Autrefois, cet équilibre naturel était respecté, car nos ancêtres consommaient davantage de poissons gras, de noix, d'œufs et très peu d'huile transformée. Aujourd'hui, ce ratio est complètement déséquilibré. Chez certains patients, j'ai mesuré jusqu'à 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, et cela change tout. Car un excès d'oméga 6 favorise l'inflammation chronique, pas une inflammation visible, rouge et douloureuse. Non, une inflammation cellulaire, profonde, persistante, qui agit comme un feu lent dans les tissus. Elle affecte les parois des artères, rend les cellules plus vulnérables, affaiblit le système immunitaire, augmente la perméabilité intestinale. Et cette inflammation silencieuse est la matrice commune de la plupart des maladies modernes. Infarctus, AVC, Alzheimer, arthrite, diabète de type 2, certains cancers. J'ai vu des patients jeunes avec des taux d'inflammation dignes de ceux de personnes en fin de vie. Et je savais, en les regardant, que ce n'était qu'une question de temps. Mais l'inflammation n'est qu'une partie du problème. Ces huiles sont souvent chauffées à haute température, parfois plusieurs fois comme dans les fritures ou les poêlés industriels. À chaque cycle de chauffe, elles s'oxydent davantage, libèrent des radicaux libres, des composés toxiques, aldéhydes, peroxydes lipidiques, que le corps a du mal à éliminer. Ces substances traversent entre les membranes cellulaires, modifient l'ADN, oxydent le cholestérol, déclenchent des cascades de réactions qui accélèrent le vieillissement des tissus. Dans les cuisines des fast-foods, ces huiles sont parfois utilisées des dizaines d'heures d'affilée. Sans être changées. On les chauffe, on les refroidit, on les réchauffe encore. À chaque cycle, la qualité nutritionnelle diminue et la toxicité augmente. Ce sont des bombes invisibles que l'on sert dans des emballages colorés. Et pourtant, combien d'adolescents, de familles entières, mangent ces produits plusieurs fois par semaine? L'autre élément que l'on ignore souvent, c'est que l'huile végétale n'est pas seulement un ingrédient de cuisson. Elle est partout. Dans les sauces, les biscuits, les plats préparés, les soupes en briques, les vinaigrettes industrielles, les snacks healthy, les céréales du matin, les barres protéinées. Il suffit de lire les étiquettes. Huile de tournesol, huile de colza, huile de soja, elles sont omniprésentes. Et même lorsqu'elles sont dites
Première, pression à froid ou biologique, reste extrêmement riche en oméga 6 et vulnérable à l'oxydation. Et que dire des gras trans? Même si leur usage est désormais réglementé dans plusieurs pays européens, ils sont encore présents dans certains produits. Produits à partir d'huiles partiellement hydrogénées, ils altèrent le métabolisme lipidique, augmentent le cholestérol LDL, réduisent le HDL et sont directement associés aux maladies coronariennes. Dans ma pratique, chaque fois que je voyais un patient avec un taux élevé de LDL sans cause génétique évidente, je posais toujours la même question. Mangez-vous souvent à l'extérieur? Je ne dis pas qu'un repas au restaurant ou un apéritif entre amis va vous tuer, mais je dis qu'une exposition continue, répétée, banalisée à ces huiles peut, à long terme, détruire l'équilibre de votre santé sans que vous vous en rendiez compte. Le corps humain a une incroyable capacité d'adaptation. Il encaisse beaucoup, mais il garde tout en mémoire. Et le jour où la première crise éclate, le corps ne crie pas seulement, il réclame justice. Ce que je vous propose, ce n'est pas un régime strict, ni une peur permanente. C'est une prise de conscience, une invitation à observer, à questionner, à lire les étiquettes, à faire des choix plus éclairés. Il ne s'agit pas de devenir orthorexique, mais de reprendre le pouvoir sur ce que vous mettez dans votre assiette. Car au fond, ce que nous mangeons aujourd'hui, c'est la qualité de notre sang de demain, la clarté de notre pensée, la vigueur de notre cœur, la solidité de notre système immunitaire. Nous n'avons pas besoin de compléments miracles ou de pilules préventives. Nous avons surtout besoin de revenir à une cuisine vraie, vivante et respectueuse des lois de la nature. Et c'est pour cela que je suis ici, pour transmettre ce que j'ai vu, compris, parfois trop tard, pour que d'autres ne fassent pas les mêmes erreurs. Parce que prévenir vaut toujours mieux que guérir. Je me souviens encore du moment précis où j'ai compris que nous avions commis une erreur collective. J'étais en consultation avec une femme d'environ 60 ans, mince, dynamique, sans antécédents familiaux majeurs. Elle venait pour une fatigue persistante, une perte de cheveux, des douleurs articulaires diffuses. En explorant ses habitudes alimentaires, j'ai découvert qu'elle évitait scrupuleusement les graisses saturées depuis plus de 20 ans. Pas une goutte de beurre dans sa cuisine. Pas de jaune d'œuf, pas de fromage, même à pâte dure. Tout cela par crainte du cholestérol, des maladies cardiaques, des mauvaises graisses. Et comme on les appelle encore dans certains manuels, j'ai compris alors que le problème n'était pas seulement biologique, mais aussi culturel et psychologique. On avait diabolisé les graisses naturelles, comme si elles étaient responsables de tous les maux de notre époque. On avait instauré une peur irrationnelle, celle du gras, celle du goût, celle des traditions culinaires. Et cette peur avait conduit des millions de gens à se tourner vers des produits allégés, transformés, standardisés, censés protéger leur santé, mais qui, en réalité, les éloignaient de l'équilibre fondamental du corps humain. Je suis médecin depuis plus de 4 décennies. J'ai traversé les vagues nutritionnelles successives, le temps où le sucre était roi, celui où le gras était le diable, puis celui où tout devait être light. Et à chaque mode, j'ai vu apparaître une nouvelle génération de malades. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est l'acharnement avec lequel les graisses saturées ont été rejetées, sans nuance, sans distinction, sans écouter ce que la biologie elle-même nous dit. Le beurre, le saindoux, la crème, l'huile de coco, le jaune d'œuf. Tous ces aliments que nos ancêtres utilisaient quotidiennement ont été bannis de nos cuisines modernes. Pourtant, ces graisses faisaient partie d'un équilibre millénaire, respecté par toutes les civilisations. Elles sont stables à la cuisson, riches en vitamines liposolubles et surtout reconnues par le corps. Elles ne sont pas étrangères à notre physiologie. Au contraire, elles sont indispensables à la production d'hormones, à l'absorption des vitamines A, D, E et K, à la structure de nos membranes cellulaires, à la croissance du cerveau. Je me permettais de rappeler ici un fait que beaucoup de nutritionnistes oublient: le lait maternel humain est riche en graisses saturées. Pourquoi la nature aurait-elle conçu un aliment aussi vital, destiné à un être en pleine croissance, avec une telle concentration de graisses si elles étaient toxiques? Cette simple observation devrait suffire à éveiller notre bon sens. Et pourtant, on continue à conseiller à des mères d'éviter le beurre pendant l'allaitement, à des personnes âgées de privilégier des margarines industrielles, à des adolescents de se méfier des œufs. Je ne jette pas la pierre aux patients. J'ai moi-même transmis certaines de ces recommandations dans ma jeunesse, parce qu'elles étaient dans les protocoles, parce qu'elles étaient enseignées, parce qu'on nous répétait que c'était le consensus scientifique. Mais avec le temps,
Avec l'expérience clinique, avec l'apparition de nouvelles études indépendantes, j'ai commencé à douter et j'ai revu ma position. De nombreuses recherches récentes, notamment issues de pays européens comme la France, l'Italie ou la Suède, ont montré que les graisses saturées, consommées dans un cadre alimentaire équilibré et non ultra-transformées, n'augmentent pas significativement le risque de maladies cardiovasculaires. Certaines études montrent même un effet protecteur sur la santé cognitive et métabolique. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi cette réticence à réhabiliter ces graisses naturelles? La réponse, je le crains, est en partie économique. Les graisses naturelles, comme le beurre fermier ou l'huile de coco artisanale, ne sont ni standardisables ni brevetables. Elles n'appartiennent à personne. On ne peut pas les transformer à grande échelle sans en altérer la qualité. À l'inverse, les huiles végétales raffinées peuvent être produites à bas coût, stockées longtemps, utilisées dans une multitude de produits transformés. Elles sont parfaites pour l'industrie, mais pas pour le corps humain. Il faut aussi comprendre la logique des recommandations institutionnelles. Une fois qu'un dogme est installé, comme celui du gras saturé dangereux, il est très difficile de le remettre en cause. Il y a des enjeux de réputation, de cohérence, d'autorité. Et tant que le public continue à y croire, tant que les chiffres de vente restent bons, il n'y a aucun intérêt à changer le discours. C'est pourquoi le rétablissement de la vérité passe désormais par la parole individuelle, par l'expérience clinique, par la transmission de terrain. C'est aussi pourquoi je prends la parole aujourd'hui. Je veux dire à tous ceux qui m'écoutent, vous avez le droit de vous réapproprier les graisses naturelles. Vous avez le droit de cuisiner avec du beurre sans culpabilité, de savourer une omelette au jaune d'œuf complet, de redonner une place aux aliments vrais, nourrissants, ancré dans votre culture. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un retour à l'intelligence du corps. Et si vous avez encore des doutes, je vous invite à essayer. Pendant 3 semaines, remplacez les huiles industrielles par du beurre cru, du ghee, de l'huile d'olive pressée à froid, de l'huile de coco vierge. Observez, écoutez votre digestion, votre énergie, votre concentration. Et vous comprendrez ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Ce n'est pas une guerre contre l'industrie. C'est un appel à la lucidité. Un rappel que la nature, lorsqu'on la respecte, c'est mieux que nous ce qui nourrit la vie. Pendant des années, j'ai cru que pour manger sainement, il suffisait de bannir ce qui était gras. Puis, au fil des consultations, des bilans sanguins anormaux, des fatigues inexpliquées, des maladies qui touchaient à des patients pourtant prudents, j'ai compris que ce n'était pas le gras qu'il fallait craindre, mais la nature de ce gras. Aujourd'hui, je veux vous parler non pas de ce qu'il faut supprimer, mais de ce qu'il faut réhabiliter, réapprendre à aimer, réintroduire avec confiance dans vos cuisines. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer les poisons pour guérir, encore faut-il savoir où se trouvent les remèdes. Je suis médecin, j'ai vu des corps s'effondrer et d'autres se relever. Et dans cette pratique de la vie et de la mort, j'ai observé un fait troublant. Ceux qui revenaient à une alimentation simple, ancrée, respectueuse des saisons et des traditions, retrouvaient une force qu'aucun médicament ne leur avait jamais donnée. J'ai vu des patients en prédiabète inverser leur situation en quelques semaines. J'ai vu des douleurs articulaires disparaître, des intestins se calmer, des visages s'éclairer. Tout cela sans miracle, sans pilule magique, mais avec des matières grasses de qualité, choisies non pour leur étiquette, mais pour leur origine, leur histoire, leur cohérence biologique. Le premier trésor que j'ai redécouvert s'appelle le ghee. Peu connu en France, mais ancestral dans les médecines orientales, il s'agit d'un beurre clarifié, c'est-à-dire un beurre auquel on a retiré l'eau et les résidus de protéines, ne laissant que la graisse pure. Ce procédé le rend extrêmement digeste, y compris pour les personnes intolérantes au lactose. Mais ce qui m'a frappé, en l'observant de plus près, c'est sa stabilité exceptionnelle à la cuisson. Là où les huiles végétales industrielles s'oxydent dès 160 ou 180 degrés, le ghee reste stable au-delà de 200 degrés, sans libérer de toxines. Il est également riche en vitamines liposolubles A, D, E et K, ainsi qu'en acide butyrique, un acide gras à chaîne courte qui nourrit la flore intestinale et calme les inflammations. Je l'ai recommandé à de nombreux patients, notamment ceux atteints de colite ou d'intestin irritable, avec des résultats concrets et durables. Une simple cuillère dans une soupe, une poêlée de légumes et les effets se font sentir. Puis, bien sûr, il y a l'huile d'olive extra vierge. Ici, en France, nous en sommes héritiers par le sang et la culture. Mais nous l'avons parfois reléguée au rôle d'assaisonnement, oubliant
qu'elle peut aussi accompagner la cuisson à condition de respecter des températures modérées. Riche en acide oléique, un acide gras monoinsaturé, elle favorise la réduction du mauvais cholestérol LDL et soutient le bon cholestérol HDL. Mais ce n'est pas tout. L'huile d'olive, lorsqu'elle est de première pression à froid, contient également des polyphénols puissants, antioxydants naturels, qui protègent les cellules contre le stress oxydatif. Dans les régions méditerranéennes où elle est consommée quotidiennement, les taux de maladies cardiovasculaires sont historiquement plus bas. Cela ne tient pas du hasard, mais de la logique du vivant. Ce n'est pas une huile neutre, c'est une huile vivante, enracinée dans un terroir, dans un rythme, dans une sagesse. Il y a également une troisième huile, plus récente dans nos habitudes, mais pleine de promesses. L'huile d'avocat. Contrairement aux huiles extraites de graines, celle-ci provient de la chair du fruit, ce qui la rend moins sujette à l'oxydation. Elle supporte des températures plus élevées, ce qui en fait une excellente alternative pour la cuisson. Elle est riche en vitamine E, un autre antioxydant majeur, et contient une proportion équilibrée d'acides gras monoinsaturés. Dans certains cas, je l'ai recommandé à des patients qui ne supportaient ni le beurre ni l'huile d'olive en cuisson, notamment ceux souffrant d'eczéma ou de troubles inflammatoires chroniques. Utilisée pour faire revenir des légumes ou même pour réaliser des mayonnaises maison, elle ajoute une douceur qui ne trahit pas les saveurs. Ces trois graisses, le ghee, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, ont un point commun, elles respectent le corps parce qu'elles respectent la nature de la matière. Elles ne sont pas issues de transformations industrielles complexes, elles ne sont pas extraites à l'aide de solvants, elles ne sont pas désodorisées artificiellement. Elles conservent une structure que le corps reconnaît, qu'il sait métaboliser, qu'il peut utiliser pour se réparer. Et il y a un autre avantage, souvent négligé mais essentiel, le plaisir. Ces graisses apportent de la texture, de la rondeur, de la profondeur au plat. Elles nourrissent le goût autant que les cellules. En les réintroduisant, on ne sacrifie rien. On retrouve au contraire la générosité de la cuisine de nos grands-mères, ce lien subtil entre santé et mémoire, entre prévention et bonheur de manger. Je ne suis pas en train de vous dire de rejeter toute innovation, ni de revenir à une époque révolue. Je vous dis simplement que le progrès, quand il oublie le bon sens, peut devenir toxique. Et que dans le domaine de la nutrition, le bon sens, c'est de choisir des graisses stables, naturelles, peu transformées, et de les utiliser avec intelligence. Je l'ai vu dans mes cabinets, chez les patients les plus modestes comme chez les plus aisés, quand on remplace les huiles végétales industrielles par des graisses saines, les marqueurs inflammatoires diminuent, le taux de cholestérol s'équilibre, les douleurs se calment, la digestion s'améliore. Et surtout, les gens retrouvent confiance dans leur alimentation, dans leur capacité à se soigner par leurs choix quotidiens. C'est cela que je veux vous transmettre. Pas une recette miracle, mais une boussole, une direction. Parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup se sentent perdus, noyés dans des conseils contradictoires. Alors, retenez ceci. Si votre graisse est stable, peu raffinée, reconnaissable par votre grand-mère, elle est probablement bonne pour vous. Si elle vient d'un bidon métallique, qu'elle est enrichie, désodorisée, hydrogénée ou stable à 250 degrés, méfiez-vous, ce n'est pas une graisse, c'est un produit. Et vous méritez mieux qu'un produit. Vous méritez de vous nourrir, pas seulement de vous remplir. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui. Parce qu'à mon âge, on ne cherche plus à convaincre. On cherche à transmettre ce qui a sauvé des vies. Et c'est bien là tout le sens de ma démarche. Ce que je viens de partager avec vous n'est pas une simple opinion médicale, ni un nouveau régime à la mode. C'est le fruit de toute une vie de médecine, de rencontres, de doutes, de prises de conscience tardives mais sincères. Après plus de 40 années passées à soigner, à écouter des corps fatigués et des cœurs inquiets, je peux vous dire une chose avec certitude. La santé ne dépend pas uniquement des médicaments, mais de chaque geste que vous posez dans votre quotidien. Et cela commence dans votre assiette. Nous avons été victimes d'un grand malentendu nutritionnel. Pendant des décennies, on nous a appris à craindre les aliments naturels et à faire confiance à des produits industriels raffinés, emballés dans des slogans rassurants. On nous a dit que le gras faisait grossir, que le beurre tuait, que l'huile végétale était un élixir moderne. Mais derrière ces idées simplistes, il y a eu des souffrances silencieuses, des inflammations ignorées, des maladies chroniques devenues banales. Aujourd'hui, il est temps de reprendre la main, de faire preuve de discernement, de revenir à une alimentation plus simple, plus ancestrale, plus cohérente avec notre biologie humaine. Ce n'est pas un retour en arrière,
c'est un retour à la vérité. Nous savons désormais que les huiles végétales industrielles, omniprésentes dans notre alimentation moderne, jouent un rôle central dans l'explosion des maladies inflammatoires, métaboliques et cardiovasculaires. À l'inverse, les graisses naturelles, le ghee, l'huile d'olive extra vierge, l'huile d'avocat, sont non seulement bien tolérées par notre organisme, mais elles peuvent aussi jouer un rôle préventif puissant. Changer vos habitudes ne signifie pas renoncer au plaisir de manger. C'est retrouver le vrai goût des choses, c'est prendre soin de vous, avec bienveillance, jour après jour. Ce n'est pas une révolution brutale, mais une reconquête progressive de votre autonomie alimentaire. Loin des dictats, proche de votre bon sens. Et je ne vous dis pas cela pour que vous soyez parfait, je vous le dis pour que vous soyez conscient. Parce que c'est cette conscience, posée dans les gestes du quotidien, qui construit une santé durable. Parce que vieillir en bonne santé, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité et une possibilité accessible à tous, à condition de choisir en connaissance de cause. La leçon que je tire de tout cela est simple mais essentielle. Il n'est jamais trop tard pour changer. Le corps humain a une capacité extraordinaire à se régénérer, à retrouver son équilibre si on lui donne les bons outils. Chaque repas est une opportunité de guérison. Chaque choix, une manière de dire « je me respecte ». Alors, je vous encourage à commencer petit, à remplacer une huile industrielle par une graisse naturelle, à redécouvrir une recette de votre grand-mère, à lire les étiquettes, à cuisiner plus souvent, même simplement, parce que c'est dans ces petits choix que naît le grand changement. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question simple qui résume tout ce que nous venons de partager. D'après vous, lequel de ces deux gestes contribue le plus à votre santé au quotidien? A. Éviter les produits ultra transformés, même ceux qui se disent light. B. Réintroduire les graisses naturelles, beurre, huile d'olive, ghee dans votre alimentation. Je vous invite à écrire A ou B dans les commentaires ci-dessous et à expliquer brièvement pourquoi vous avez fait ce choix. Vos réponses enrichiront le débat et aideront d'autres personnes à réfléchir à leur propre rapport à l'alimentation. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a éclairé ou simplement fait réfléchir, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous le pouvez, faites un petit don, même symbolique. Cela m'aide, en tant que médecin retraité, à continuer à consacrer du temps à cette mission de transmission. Je ne cherche pas à faire fortune, je cherche à faire du bien, à ma manière, avec mes mots, avec mes souvenirs, et avec cette conviction intacte, il n'y a pas d'âge pour apprendre à mieux vivre. Merci à vous